Bismillahirrahmanirrahim. Essayons de continuer l'exposé, mais avant de continuer, je préfère rappeler un petit peu, donner un bref rappel des dernières notions qu'on a vues dans l'exposé précédent, vu leur importance dans la pratique. C'est la notion de ce j'ai appelé produit scalaire et produit et dette. Dette, vous retenez comme ça, dette déterminant. Eh bien, quel est le complément que je veux ajouter? C'est le suivant. On a défini U scalaire V et dette UV seulement dans le cas où les vecteurs U et V avaient leur origine en haut et leur extrémité sur le cercle. Maintenant, question. Si j'ai deux autres vecteurs, qui ne vérifient pas ça, c'est quoi ça? Par définition d'un vecteur, je peux toujours les tirer vers moi jusqu'au moment où l'origine soit en moi, de façon que leur origine soit en haut, les deux, puisqu'on a dit que sont invariants par translation. Je peux amener le vecteur grand U, grand V, c'est pas UV. Grand U, grand V, je peux les amener, les translater jusqu'au moment où ils vont avoir leur extrémité commune en haut. Mais leur extrémité va peut-être pas nécessairement sur le cercle. Ou bien l'extrémité de l'un sur le cercle, l'autre non. Ou bien les extrémités des deux à l'intérieur du cercle. Ou bien les extrémités des deux à l'extérieur. Ou bien l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Que faire dans ce cas? Eh bien, voici comment on fait, et ça marche parfaitement, vu la nature des expressions U scalaire V et dette UV. Donc, nous avons deux vecteurs, c'est vers le petit U, petit V, grand U, grand V. On suppose qu'ils ne sont pas nuls pour éviter des questions inutiles. Eh bien, je divise le vecteur grand U par sa norme. On a dit la mesure, on a admis la notion de mesure. Je divise par sa mesure, par ce qu'on appelle nous, par sa norme. Je divise l'autre aussi par sa norme. Donc je vais avoir grand U divisé par sa norme et grand V divisé par sa norme. Le premier, je l'appelle petit U, le deuxième petit V. Eh bien, si nos vecteurs ont leur origine en haut et leurs extrémités sur le cercle. Eh bien, j'applique ce qu'on vient de dire pour ces deux petits vecteurs U et V. Donc, je répète, donc le grand U, j'amène une façon un peu vulgaire de dire les choses. Même s'il est très grand, le grand U, je le divise par sa norme de façon à ramener son extrémité sur le cercle. Et l'autre, je fais la même chose et j'applique les formules précédentes aux vecteurs obtenus, U et V, qui sont normés. Bien, croyez-moi sur parole, ce qu'on va obtenir, c'est la chose suivante. Je vais obtenir grand U scalaire grand V est égal à la norme de grand U, ça va très vite, vous l'appliquez, fois la norme de grand V, fois le AX AY des petit U petit V, qu'on appelle le cos UV. Bien, voilà, on vient d'introduire le cos. Donc, le AX plus BY, c'est le cos, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Le AX plus BY, dans le cas des premiers, les petits. On a le AX, petit AX plus petit BY, qu'on appelle cos de l'angle entre les deux. Pourquoi on l'appelle comme ça? Mais les mathématiciens ont convenu de l'écrire comme ça. C'est tout. Et l'autre, on l'appelle le sinus de l'angle entre les deux. Donc, répétons. L'expression AX plus BY qui ne dépend que de UV s'appelle cos UV, c'est-à-dire cos de l'angle entre les deux. Pourquoi on l'appelle cos on l'appelle comme ça. Les mathématiciens qui nous ont précédés l'ont défini comme ça.
Et ils ont le droit. Nous respectons leur choix et on l'applique. Donc, le grand U scalaire grand V, je vais poser grand U scalaire grand V qui ne sont pas normés, égale norme de grand U fois norme de grand V fois le cosinus de petit U petit V. Alors qu'entre nous, l'ouverture est la même, soit pour les petits ou les grands. L'ouverture est la même. Donc je peux maintenant dire grand U scalaire grand V égale norme de grand U, norme de grand V, cos grand U grand V. Puisque l'angle est le même, qu'il soit petit ou grand, l'angle est le même. L'ouverture est la même. Et je fais la même chose pour l'autre. Je dis det de grand U grand V égale norme de U, norme de V, sinus de grand U grand V. Et ces formules revêtent une importance considérable. Je répète, considérable. Donc on ne doit pas les oublier. On doit les savoir, montrer leur existence et les travailler avec. On les utilise, ils sont d'un usage très très fréquent. Sur ce, on passe maintenant à la notion de triangle. Rappelez-vous, on veut construire l'édifice, géométrie euclidienne. Eh bien, les figures classiques, c'est le triangle, le cercle, les quadrilatères, le losange. Les gens n'accordent pas beaucoup d'intérêt au losange. C'est un être très important. Le carré, le rectangle et peut-être le trapèze. Mais on ne retiendra que ça. Mais là, moi, tout le monde, je suppose que tout le monde sait ce que c'est. Donc, je n'entre pas dans ces détails. J'ai dit, je vais donner quelques commentaires et des conseils. Voilà, je les ai notés pour ne pas avoir de problème d'improvisation ou d'oubli. Question 1. La médiatrice d'un segment, c'est quoi exactement? D'après la définition qu'on trouve dans les ouvrages de référence, mais c'est la droite perpendiculaire à AB en son milieu. Je veux bien. Mais j'ai vu beaucoup de gens utiliser la définition suivante. C'est l'ensemble des points du plan équidistants de A et de B. Question qui m'intrigue, moi. Il faut le faire, mais je l'ai faite, bien sûr. Est-ce que ces deux définitions coïncident? Voici la question 1. Faites-le. Et l'un des moyens très, très efficaces, c'est le U scalaire V, U vectoriel V. Deuxième question. Donc la première, je pense que c'est bon. Deuxième question. Il y a les triangles qui s'appellent des triangles isocèles. Celle veut dire côté, veut dire les côtés du sommet, associé au sommet ABC. Eh bien, isocèle veut dire de même côté, donc ça veut dire A. Donc isocèle, si le triangle est ABC, un triangle est isocèle en A, si et seulement si. Le mot iso veut dire égal, celle côté. Donc si AB égale AC, c'est ce qu'on m'a appris. Question, est-ce que les angles qui se trouvent sur le côté opposé, est-ce qu'ils sont égaux? On nous a toujours dit que c'était égaux. Ils sont isométriques. Pourquoi? Conseil, démontrez-le. Question 3. Pourquoi le tracé usuel utilisant les cercles, pourquoi ce tracé donne effectivement la médiatrice d'un segment? Un conseil, ce qu'on vient répondre à ces questions, c'est fondamental. Nous vous le conseillons très, très, très vivement. Retenez le pari qu'on vous a donné. On veut vous faire gagner du temps. Si vous maîtrisez ce qu'on vient de dire et les contenus du thème précédent et de ce thème, vous allez gagner au moins 30 à 50% du temps.
pour maîtriser des notions réputées comme étant difficiles. Vous connaissez bien ce que nous entendons pas difficile. Question numéro 4. Pourquoi un losange, rappelez-vous qu'un losange, c'est un quadrilatère qui a 3 côtés isométriques. On dit égaux. Remarque, le mot égaux n'a pas de sens. On utilise dans les ouvrages, malheureusement, les 2 côtés ne sont jamais égaux, ils sont superposables. Pourquoi un losange? Pourquoi un quadrilatère ABCD est un losange si, et seulement si ces diagonales sont orthogonales en leur milieu? Question. Orthogonales et en leur milieu. Est-ce que c'est à équivalence? Si oui, bon. Question numéro 5. Pourquoi un quadrilatère est un parallélogramme si, et seulement si, ces diagonales se coupent en leur milieu, pas orthogonalement? Question numéro 5 que nous avons, que nous vous proposons. Vous remarquez que nous faisons tous ce forme de questions parce que le public que nous avons dont nous avons testé la maîtrise de ces notions, pratiquement 90% ne savaient pas répondre. C'est pourquoi nous le posons sous forme de questions. Bien sûr, vous faites-le. Si ça ne marche pas, vous contactez le comité de rédaction. Question 6. Nous vous conseillons de traiter en détail le problème des concours. Ce n'est pas les concours au terme desquels vous allez gagner de l'argent. Non, c'est les médianes. Les médianes sont concurrentes. Est-ce que ça, c'est vrai? Les bissectrices sont concurrentes. Est-ce que ça, c'est vrai? Justifiez-le. Les médiatrices sont concurrentes. Les bissectrices aussi. Eh bien, question, pourquoi? Remarquez que maintenant, ça y est, fini le côté, disons, philosophique. Maintenant, c'est des choses pratiques. Question numéro 6. Faites attention au problème d'alignement. Où vous utilisez Menelaus et Sévin, et les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser M. Menelaus et Sévin. Bien, essayez d'utiliser Thalès ou faites-le directement par l'absurde, par exemple. Voici le conseil. Question numéro 8. Pourquoi limite de sinus θ sur θ est égale à 1? Sans l'étude de fonction. Et notre opinion, c'est l'une des formules les plus difficiles à établir. Retenez ce qu'on vous dit, et si vous pouvez commenter, ça nous rend service. Il ne faut pas dire que sinus θ sur θ égale sinus θ moins 0 sur θ. Attention, le sinus θ, c'est un nombre, θ, c'est un radian, c'est un angle, c'est un couple, donc est-ce que le rapport sinus θ sur θ a un sens? Mais cela ne veut pas dire que la formule n'est pas vraie, mais il faut la justifier. Nous émettons d'énormes réserves sur les démonstrations classiques. Question numéro 9. Notez, nous l'avons la longueur. Et ça, nous allons le prouver, donc cette question, on la relègue à plus tard. Notion de longueur. Quelle est sa teneur? Pourquoi l'arc qui sous-tend une corde qui fait un angle θ à des extrémités, pourquoi c'est Rθ? Est-ce que c'est évident ou quoi? Et dans les ouvrages, on trouve que ça fait partie de la définition. Ce n'est pas vrai, ça c'est faux. Il faut le prouver. Retenez bien. Pourquoi l'arc ouvert sur un angle θ, sa longueur, c'est Rθ. Tout le monde le dit. Mais j'aimerais bien qu'on commente ce qu'on est à raconter. Mais montrez-le. Ça, c'est pas facile, ça. Nous l'avons chez nous. Eh bien, bisectrice, troisième chose, numéro 12, la loi des sinus. Vous devez la prouver, la savoir. La prouver et la retenir. Elle est très facile à retenir pourvu que... et là, il y a un problème nous faisons un commentaire très amer.
Moi, quand j'étais jeune, on m'a dit que c'est l'aire d'un triangle, c'est la surface de base fois la hauteur sur 2. Eh bien, ce langage n'a aucun sens. Quelle base? Il a 3 côtés, il n'a pas de base. C'est qu'on le met couché exprès pour dire que ce qui est horizontal est une base. Mais c'est totalement étriqué, ça. Donc, il ne faut pas utiliser... Non, c'est le produit de la mesure d'un côté par la hauteur correspondante divisée par 2. C'est autre chose. Et là, vous avez automatiquement la loi des sinus, sans aucun problème. Et la relation d'Euler, qui dit que les points O, G et H sont alignés. C'est M. Euler qui l'a fait. H, c'est l'orthocentre. O, c'est le centre du cercle circonscrit. G, c'est le point d'intersection des médianes, c'est-à-dire le centre de gravité. Eh bien, ces 3 points sont alignés selon la relation d'Euler. Conseil très précieux, faites cette démonstration, retenez-la. Question numéro, je ne me rappelle plus combien, 12 ou 13 ou 14. Est-il évident, question, et nous on a toujours considéré ça comme évident, est-il évident que les 2 triangles qui ont un angle égal, comprenant 2 côtés égaux, sont superposables? Vous allez me dire, oui, c'est évident, mais prouvez-le. Prenez un angle à Marrakech et un autre à Casablanca. Ils ont la même ouverture. Ils ont les côtés associés à cet angle sont les mêmes. Est-ce qu'ils sont superposables? On nous disait à l'époque égaux, ce qui n'a pas de sens. Est-il évident, question annexe et qui ressemble à celle-ci, est-ce que la démonstration classique du théorème de Pythagore qui est fondamentale, est-ce que ces définitions sont correctes? Je suis sûr que ça va soulever d'énormes problèmes. Moi, je me rappelle à l'époque, on a pris un ABC, on a construit un carré sur l'hypoténuse, on a construit 4 autres triangles qui sont égaux et superposables au premier, et on a calculé, ça a marché, c'est parfait. Oui, je veux bien, mais pourquoi les triangles que tu as construits sont superposables au premier? Mais il faut utiliser, voilà la clé, le secret, il faut utiliser les propriétés des transformations qu'on a citées tout à l'heure. Qu'elles préservent les angles, qu'elles préservent les côtés, qu'elles préservent etc. Ce que les gens ne font pas. Donc ce qui fausse complètement le jeu. On dit oui, c'est évident qu'ils ont même... Mais non, il n'y a rien d'évident en mathématiques. Surtout au niveau du collège et du lycée, il faut essayer de faire travailler les élèves. Question numéro, je ne sais pas combien. Pourquoi une rotation est la composée de 2 symétries axiales? Attention, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Une rotation, et vous en aurez besoin à l'université. C'est une rotation, c'est la composée de 2 symétries axiales dont l'un des axes est arbitraire ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Faites-le. Cela veut dire que ce n'est pas la peine d'étudier les rotations d'Ito, il suffit de connaître les propriétés des symétries. Question suivante. Pourquoi, et ça pose d'énormes problèmes, pourquoi on a toujours dit que 2 droites sont parallèles si et seulement si, et c'est le si et seulement si que vous justifiez, une séquente commune, les coupes ont des angles correspondants égaux, isométriques. Pourquoi? Étant donné que 2 droites sont parallèles, si et seulement si, elles se rencontrent à l'infini. Elles ne se rencontrent pas à distance finie. Attention, en géométrie euclidienne. Il y a d'autres géométries où les droites se coupent à distance finie. Il y en a. Mais nous, c'est pourquoi j'ai souligné le mot euclidienne. Donc j'ai dit pourquoi, si j'ai 2 droites et une séquente commune, si 2 angles correspondants sont isométriques, alors elles sont parallèles. Pourquoi? Question suivante. Retenez la formule suivante. Ça, on ne le trouve pas partout. Que la suite suivante, elle est fondamentale pour plus tard. Limite de la suite 2 à la puissance n, sinus 2, θ sur 2 puissance n, θ sur 2 puissance n. Eh bien, ça, c'est égal à θ.
Retenez-le, nous allons le prouver, n'ayez pas peur, on va le prouver dans le prochain exposé. Question, voici un pari qu'on vous lance. Montrez directement, sans Pythagore, que le cercle il est tracé à l'aide d'un compas. Ouverture égale à 1, et on a fait tourner le cercle. Question, les points sur le cercle ont des coordonnées. Pour que le point sur le cercle vérifie tous x carré plus x au carré plus y carré égale à 1. Sans Pythagore. Eh bien, je suis sûr qu'on va dire de nous qu'on est vraiment fou. Mais faites-le. On peut le faire. En utilisant les formules trigonométriques qu'on n'a pas faites parce qu'elles figurent partout. On va vous donner les références. Et on passe maintenant au cercle. C'est une question très instructive. Deux angles interceptant le même arc sont isométriques. Pourquoi? C'est connu. On va vous dire, oui, mais ce monsieur, il est OK. Mais faites-le. Par exemple, un point qui se trouve à l'extérieur du cercle, s'il intercepte un arc avec un autre, un inscrit, ben il a une mesure moindre. Faites-le. S'il est à l'intérieur du cercle, il a la mesure de l'angle et de l'angle inscrit. L'angle qui correspond au point qui se trouve au milieu est plus grand que l'angle inscrit. Mais faites-le. Nous avons ainsi ça y est, nous avons épuisé notre. Il nous reste d'autres questions, mais ce sera, Inch'Allah, à la prochaine séance.